Alors bonjour, bienvenue dans notre deuxième dîner causerie. Qu'en penses-tu? Aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, nous accueillons notre invité Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain. Alors pourquoi notre dîner causerie? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un bon repas et nous avons discuté des prochains thèmes que nous allons aborder durant quelques minutes. Donc, un repas haïtien en l'honneur de nos invités, mais aussi du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, on va débuter juste en vous présentant notre invité, Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain. Depuis combien d'années déjà? Depuis juin 2016, donc ça fait 7 ans. Bon. Donc, on a aussi autour de la table Tamara Banks, qui est membre du comité équité du SEPB Québec, ainsi que Chantal Duliepre, qui est aussi membre de notre comité. Alors, bienvenue tout le monde. Merci. On va commencer par un thème qui est vraiment d'actualité, même si notre gouvernement ne le reconnaît pas, le racisme systémique. La première question que je veux vous poser, en fait, c'est par rapport à votre carrière, donc les métiers que vous avez exercés. Est-ce que vous avez rencontré, notamment dans l'avancement professionnel, des discriminations ou du racisme systémique? Moi, je peux répondre oui. Puis quand tu m'as interpellé sur cette question-là, je suis revenu en arrière à mon embauche à la Société canadienne des postes à l'époque où j'étais facteur. On apprenait le travail par jumelage à l'époque. Et je me rappelle très bien, donc c'était un jumelage de 10 jours. À la fin du jumelage, la personne qui m'a formé m'a dit « De toute façon, toi, ils ne te garderont jamais ici, parce que des gens comme toi, on n'en veut pas. » Donc, pour quelqu'un qui est nouveau dans un travail, puis je m'en rappelle encore de cette fin de formation, l'accueil que j'ai reçu, et quelques années plus tard, alors que j'étais au travail, peut-être une dizaine d'années plus tard, j'ai rencontré cette personne et je lui ai dit amicalement, je suis encore ici, ils m'ont gardé. Donc, tout ça pour dire qu'à l'époque où j'ai commencé à la Société canadienne des postes, il y avait très peu de personnes noires, très peu de personnes racisées. Et les structures mises en place par l'administration postale n'étaient pas du tout adaptées à la présence de personnes issues de la diversité. Donc, je vais vous faire grâce de ce que j'ai entendu là, pendant une quinzaine d'années comme remarque quant à notre capacité de travailler. Et même, puis j'en parlerai plus loin, quand il était temps de représenter des membres sur le plancher, il y avait également des obstacles là, qui étaient très, très clairs. Je me rappelle pas, à part vers la fin de ma carrière là, à Post Canada, avoir vu de superviseurs, gestionnaires de couleurs ou des gens qui étaient... Donc les réalités qu'on essayait d'expliquer, n'étaient pas prises en compte du tout, même si on faisait partie d'une organisation fédérale qui aurait dû mettre en place des mesures pour favoriser l'équité à ce niveau-là. Ouais. Tamara ou Chantal, est-ce que vous aviez des expériences à partager? Pour faire du pouce un peu avec Marc, moi, je te dirais que je le vois aussi dans mon milieu. Tu sais, des fois, tu as tendance à vouloir, tu démontres un intérêt pour un poste supérieur, tu sais, puis il y a toujours des fois, il y a des gens qui viennent comme un peu te rabaisser en disant je vois pas pourquoi tu aurais de l'intérêt pour un poste comme ça. Je peux donner un exemple, tu sais, une éducatrice classe principale qui veut devenir technicienne, tu sais, puis qui a probablement presque toutes les qualifications, puis que quelqu'un de supérieur à elle lui démontre aussi dans le sens que, bon, mais écoute, je ne penserais pas que tu pourrais aller plus haut que ce que tu es présentement là. Fait que des fois, ça vient nous toucher un peu. Oui, un peu dévalorisant, puis voire presque méprisant. Exactement. OK. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que vous êtes tous des militants, donc vous êtes tous impliqués dans les syndicats. Comment est-ce que vous traduirez ce racisme systémique au sein d'une structure syndicale? C'est une belle question. En fait, j'en parlais un peu hier. Bon, la première chose que moi, les deux dogmes que je remettrais en question, c'est de faire la corrélation quant au fait que
toutes les organisations syndicales ou tous les groupes syndicaux sont progressistes et sont inclusifs. Donc ça, moi, je remets ce dogme-là en question parce que mon expérience, malheureusement, m'a démontré le contraire, notamment lorsque vient le temps de gravir certains échelons de représentation syndicale. Si je le résume, notamment pour les femmes racisées, parce que là, ça s'ajoute au niveau de l'intersectionnalité des luttes, c'est toujours plus long. Il faut toujours faire plus de preuves et il faut toujours abattre un travail qui, parfois, est du double et du triple des collègues syndicaux au sein des mêmes exécutifs. Et ça, ce constat-là, il n'a pas changé en 2023. Mais je pense que c'est important de parler de ça. Et l'autre chose que je tiens à dire, parce que je l'entends également beaucoup dans les milieux syndicaux, c'est que quand on aborde des questions difficiles, notamment la question de la représentativité des personnes noires, des personnes racisées, non, on ne divise pas le membrariat. Au contraire, en ayant le courage d'avoir des discussions difficiles, on favorise l'unité du mouvement syndical, on favorise la véritable solidarité. Tandis que les stratégies de contournement, tout ce que ça fait, c'est de déguiser le problème. Ouais, et ça affaiblit. Et ça affaiblit. Au final, en fait, on s'affaiblit devant notre employeur, mais on s'affaiblit également dans notre structure interne et dans notre fonctionnement. Merci. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Marc-Édouard, mais je pense qu'il y a certaines structures qui, justement, moi, je pense notamment au SEPB, où on essaie d'avoir une place prépondérante, justement, à cette diversité, où on a fait beaucoup d'avancées durant les dernières années pour avoir le plus de représentants possible en termes d'équité. On est très fiers, d'ailleurs, de ce comité, où on essaie d'avoir vraiment un large spectre au niveau des discriminations, mais de savoir qu'on veut avoir des militants et des militantes qui s'impliquent davantage et qui viennent de la diversité. Moi, j'aurais une dernière petite question pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez l'implication des personnes noires dans le futur au niveau syndical? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire par rapport à ça? En fait, en passant... bien évidemment, dans le spectre des organisations syndicales, on voit les organisations qui sont proactives, telles que la vôtre, dans ce type d'enjeu-là. Moi, pour l'avenir, ce que j'aimerais... En fait, je pense que pour modifier durablement la mentalité d'une structure syndicale ou d'organisation, qu'elle soit professionnelle ou syndicale, je dis toujours qu'on doit être en groupe. Ce n'est pas quelque chose qui se fait avec une ou deux personnes. Ça prend un nombre critique de militants et de militantes dits racisés qui s'impliquent, qui viennent sensibiliser quant aux enjeux qui nous concernent plus spécifiquement et qui vont venir à la fin modifier les politiques de nos structures syndicales. Parce que dans bien des cas, les statuts et règlements de nos organisations sont quand même relativement rigides. Et quand on veut adresser les enjeux de représentativité, je le dis régulièrement, bien, on a des règles qui font, par exemple, quand c'est statutaire, qu'on doit obtenir l'aval du 2/3 des membres plutôt que la majorité simple. Alors ça vient complexifier un peu les enjeux de représentativité et je pense que ça mérite d'être adressé. Donc moi, mon souhait, c'est que nous soyons en plus grand nombre dans les structures syndicales. Mais je pense qu'aussi, ça participe au fait que ce soit du racisme systémique, dans le fait que ça soit structurel. C'est-à-dire que dans les statuts et règlements, il y a certains encadrements qui ne permettent pas cette diversification-là et qu'il faut pouvoir modifier pour ensuite avoir cette diversité qui est beaucoup plus inclusive et qui puisse aussi intégrer nos structures. C'est quand même prometteur de voir, d'après le dernier congrès que j'ai participé à, c'était vraiment prometteur de voir non seulement Magali Picard, mais aussi de ton élection, Marie-Ève, et l'élection de Nadia Aristide, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc, c'est de voir 3 femmes, des 3 femmes qui ont été élues, il y en a
2 sur 3 que je dirais qui viennent de la diversité, donc qui sont issus de la diversité culturelle. Donc, c'est prometteur. Et moi, ça m'encourage. C'est clair que je suis vendue encore plus de continuer de militer. Parce que des fois, on peut penser que c'est performateur de choisir Tamara ou de mettre Chantal ou de mettre Marc-Édouard. Mais quand on voit qu'on a pleinement notre place et qu'on peut aussi complètement participer et décider, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus crédible. Mais j'avoue que moi, je suis très fière de cette élection. Oui. Je suis très contente d'être la première femme immigrante qui va siéger au bureau de direction de la FTQ. Puis, on a brisé des plafonds de verre au cours de ce dernier congrès. Puis je pense que ça va être historique, ce 33e congrès de la FTQ. On est quand même très fiers de faire partie de la fédération parce que je pense qu'on représente un certain nombre de membres, justement, qui sont issus de la diversité, qui sont de plus en plus nombreux, mais qui ne se retrouvent pas nécessairement représentés dans nos structures et qu'on doit encourager cela. Il faut absolument qu'on puisse justement créer peut-être même des futurs présidents ou présidentes. Donc, on veut vraiment que les gens s'impliquent davantage et que ça crée une ouverture, en fait, que ça crée vraiment une ouverture puis un intérêt auprès des personnes de la diversité. Donc, c'est sûr que là, on est dans l'histoire le mois de l'histoire des Noirs, je m'excuse. Et c'est vraiment un honneur pour moi là, d'avoir notre panel aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Donc, peut-être un petit mot de la fin, Chantal, Tamara. Moi, je dirais qu'on continue, on ne lâche pas. Puis, solidarité, dans le fond. On continue la bataille. C'est sûr. Marc-Édouard? Ben, en fait, je vais citer Rosa Parks qui disait « On échoue seulement quand on cesse d'essayer ». Donc, pour moi, nous n'échouerons pas. Et juste pour faire référence au dernier congrès, de voir qu'à la première journée du congrès, il y avait une résolution qui a frappé le plancher en lien avec la reconnaissance du racisme systémique. Ben, c'est une avancée qu'on n'aurait pas espéré ça il y a peut-être 6 ou 8 ans ou 9 ans. Donc, voilà, comme tu dis, Tamara, on ne lâche pas. Oui, on ne lâche pas. Des vents nets, comme on dit en créole. Oui. Chez nous, on dit que pas capable et mort sans essayer. Voilà. Ça dit tout. Ça se rejoint. Ben, merci infiniment. Merci beaucoup. Maria. Merci à toi. Merci. Félicitations, Maria. Bonne journée tout le monde. Merci.